Comment ça va, Jean-Christophe, aujourd'hui? Ça va très bien malgré la tempête de neige. Ça a été difficile de me rendre au bureau, de sortir de chez moi, mais je l'ai vaincu, donc je suis arrivé. Bravo, Jean-Christophe, t'as réussi à gravir la tempête. Oui, oui. Puis toi, Aujourd'hui, Jean-Christophe, j'avais une idée pour toi. oui, Est-ce parfait. que es-tu partant pour mon idée? Toujours partant. D'accord. Donc, ce n'est pas une citation aujourd'hui. C'est plus le réseau social qui m'a mentionné que de plus en plus en France, c'était chose courante, la phobie scolaire. OK? Ah, Et donc, pour ceux et celles qui connaissent ou qui connaissent pas le DSM-5, c'est, dans le fond, le livre qui regroupe les diagnostics et les troubles de santé mentale. Fait que le DSM-5, qui est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, inclut le refus scolaire dans la catégorie troubles anxieux de l'enfance et adolescence reliés à l'angoisse de séparation. ah, Et la CIM-10 classe ce trouble dans les troubles anxieux phobiques. OK? Donc, la phobie scolaire ou refus scolaire est dans le DSM et ça inclut la somatisation par rapport au fait d'aller à l'école, de savoir et d'appréhender les tâches scolaires et qui amène à l'enfant des symptômes, d'abord sueur, céphalée, etc., mais aussi des troubles gastro-intestinaux, ce qui fait beaucoup de sens. uh-huh, et aussi un sentiment de détresse, hein, de panique, d'anticipation par rapport à l'école. Et donc, je voulais voir avec toi ce sujet. Parce que là, il y a comme plusieurs aspects. On a le domaine de l'enfance, adolescence. On a la réalité de la société d'aujourd'hui, avec les exigences du système d'éducation d'aujourd'hui. On a la panoplie des symptômes physiques ressentis par l'enfant dans son corps, avec le concept de somatisation que je me doute que c'est qu'on va pouvoir vous apporter des explications à ce niveau parce qu'on en a parlé dans nos vidéos précédentes, mais bon, d'expliquer un petit peu plus ce que c'est. Et ben, en fait, c'est ça, comment que nous, on peut soutenir ce concept-là parce que de plus en plus, en fait, Jean-Christophe, les enfants, notamment ce que j'entends en France, se font poser un diagnostic de phobie scolaire. Et moi, je me questionne à ce niveau-là. Euh, Est-ce que c'est normal ou pas? Et euh, est-ce qu'on est vraiment dans un trouble? Hmm. Est-ce qu'on est vraiment là-dedans où il y a possiblement aussi beaucoup de faux positifs par rapport à ça, dépendamment du contexte? Fait que voilà, le sujet est lancé. Très intéressant. En fait, euh, par où commencer? Ouais, C'est tellement vaste, par où commencer, tu sais. ouais. Puis, Ben en fait, quand on prend la définition phobie scolaire, d'emblée, l'enfant a peur. Phobie, c'est une peur. une C'est une peur crainte. extrême. C'est une peur C'est une peur extrême. extrême. Puis la définition de la peur pour toi, mettons, si tu avais à mettre une définition, ça serait quoi? Définition de la peur. Ben, en fait, c'est une émotion qu'on vit qui comment je pourrais dire? Dans le fond, c'est un signal d'alarme qui nous indique que potentiellement on est en danger. À Et quel là, on le point on relie est au en scolaire. danger. Ah, c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que dans le fond, à quel point on est en danger quand on a peur de quelque chose. De plus en plus d'auteurs s'entendent pour dire, je lis ça un peu partout, si on a peur de quelque chose, c'est exactement là où est-ce qu'on devrait aller
Pourquoi? Parce que la peur et l'excitation sont vraiment très liés. La seule différence, c'est habituellement, faut vraiment aller observer la façon dont on respire. Quand on a peur, on arrête de Mhm. respirer. Quand on est excité, on respire à fond. Fait que si vous avez peur de quelque chose, prenez une bonne respiration, puis faites-le transformer en excitation. Ça risque de mieux couler après. Fait que dans le fond, quand on parle d'une peur, il y a un danger, ça peut être une petite peur parce qu'on fait le saut. Un peu comme le réflexe de Moreau, là, tu sais, là, où Mhm. on va faire le saut, un bruit fort ou peur de tomber. Puis Richard Bandler, celui qui a co-développé la PNL, le dit, les deux peurs fondamentales de l'être humain, c'est la peur des bruits forts et la peur de tomber. Tous les autres peurs, c'est des peurs qu'on se crée, Oui, sans comme exception. mettons la peur perceptuelle, par exemple, tu te balades dans ta cour chez toi, puis tu vois ton boyau d'arrosage, puis sur le coup, tu es convaincu que c'est un serpent. C'est un serpent, ouais. Et là, c'est une peur qui est perceptuelle, qui est irrationnelle, que vraiment, ou, par exemple, comme une personne, tu sais, on l'a tellement vu dans les images, qui voit je sais pas moi, un petit animal, mais dans sa perception, c'est un ours ou tu sais, Ouais. un dragon, là, Puis parce tu sais, qu'il amplifie. exact. Je reprends ton exemple du boyau d'arrosage. C'est une peur, dans le fond, qu'on s'est créée qui n'est pas nécessairement véridique, surtout si on n'habite pas en Afrique ou en Amérique du Sud. Dans ces pays-là, ben, ça reste un boyau d'arrosage, mais si on est entouré de serpents, dans le fond, on va être un peu plus vigilant. En Amérique du Nord, comme chez nous au Canada ou en France, je pense En pas qu'il y ait France. tant de serpents que ça. Fait que c'est Non, une peur qui est encore plus irrationnelle, même si dans certains contextes, cette peur-là, tu sais, elle peut être rationnelle, mais ça reste un tuyau d'arrosage. tout à fait. Et là, quand on met ça en combinaison avec l'aspect scolaire, le fait qu'une phobie, on le nomme, c'est une peur excessive qui déclenche dans notre corps une série de symptômes au niveau de notre système nerveux autonome, qui se met vraiment qui bascule complètement dans notre système nerveux sympathique, hein, notre système nerveux de stress. Ouais. Il peut soit répondre de trois manières, hein, fait que ce soit vous ou votre enfant, ça va être soit le combat, la La fuite fuite, ou on fige. on fiche. Le, fait que le Ouais. fight, fright or flight, dans les trois F. En Fait que c'est fait, ça. Fait que, le freeze, le fait de figer, c'est comme un peu la stratégie ultime. Dans le fond, c'est feigner la mort. Puis pour un être humain, c'est oui, pas utile. C'est vraiment pas utile. C'est comme la dernière stratégie qu'on va utiliser. Pourtant, si on fige devant une peur, surtout si elle est irrationnelle, c'est pas vraiment adapté à la réalité, en fait. Fait que c'est quoi les et facteurs qui vont avoir à amener le système nerveux à être aussi réactif? Ça, c'est une première question. première Puis, question. une deuxième question aussi, que tantôt, quand tu as parlé, tu disais que dans le fond, c'est par rapport à de l'anxiété de séparation. Un enfant vit nécessairement des périodes, des phases d'anxiété de séparation. Comme mon petit garçon, il y a eu une bonne. Et puis la deuxième qui est arrivée au processus normal du développement a été beaucoup plus courte. Pourquoi? Parce on s'est assuré qu'il soit bien encadré. On est chanceux dans notre malchance, on n'y a pas trouvé de place en garderie. En France, je pense qu'ils appellent ça la crèche, là. À la crèche. La crèche. Il y a pas de place, donc il est à la maison. Les lundis, je suis avec lui, et puis grand-maman vient s'occuper de lui aussi. Maman a une journée de congé. Donc, il est bien encadré, il est dans un contexte sécuritaire et valorisant. Puis on est aussi conscient de ça, parce que ma copine Vanessa est enseignante. Fait que ces notions-là, on les a. Fait que c'est sûr que pour qu'un enfant puisse voler de ses propres ailes puis être autonome, parce que le but d'éduquer un enfant, c'est de le rendre autonome le plus rapidement possible, et il faut qu'il soit hyper bien encadré. Fait que les enfants qui sont pas à la maison, qui sont toujours à la garderie, qui voient juste leurs parents à la fin de semaine, en France, je pense que c'est très tôt à l'école, c'est à partir de 3 4 ans. Très tôt à l'école, c'est à partir de 3 ans. Ben oui, c'est ça, c'est à Très, partir de très 3 ans tôt. s'ils sont propres.
Parce que quand on y pense, même au Québec, la maternelle 4 ans n'est pas obligatoire. La Non, maternelle 4 ans, ça a été instauré au courant des dernières années. oui, Les parents, pour les personnes qui nous écoutent là en Europe, les parents ont le choix d'inscrire leur enfant en maternelle 4 ans ou de les faire rentrer à l'école régulière à partir de 5 ou même 6 ans, dépendamment de leur date de naissance, oui, pour éventuellement arriver en première année. Et là, à 6-7 ans, on commence l'écriture et la lecture. voilà, Mais il y a la maternelle 4 ans qui est possible. Sinon, l'enfant va en garderie ou en crèche normalement. Ou voilà. même, si les parents, par exemple, un papa ou une maman qui est parent au foyer peut rester aussi avec le parent. Hein, c'est pas Exact. quelque chose d'obligatoire non plus. C'est pas Fait que l'enfant obligatoire. peut arriver euh, à l'école pour la première fois de sa vie, notamment au Québec, à 5 ou 6 ans aussi. Voilà. Euh, Dans le fond, un enfant qui est, comme je le disais tantôt, si ça fait partie de la définition, dit qu'il y a une anxiété de séparation, ben c'est sûr que au niveau de l'encadrement très jeune, est-ce qu'il y a eu des manques? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est passé tout droit? C'est une question ouverte mhm. là, que je pose, tu sais, là. Parce que tout ce qui est en lien avec l'anxiété de séparation, techniquement, l'enfant va le vivre de manière importante à 6 mois. Ouais, Avant voilà. 6 mois, euh, l'enfant gagne au niveau des stimuli environnementaux, comprend les stimuli qui sont agréables pour lui, fait le tri au niveau de son tronc cérébral, qui envoie au niveau de son système limbique des émotions. Bref, on analyse un peu les informations et il voit les sensations qui sont agréables pour lui, qui sont pas agréables pour lui, nanana. Il voit toujours les deux parents ou un des deux parents, mais bref, son cadre sécurisant, qui est nourricier, nanana. Et à partir de 6 mois, il réalise, hey, mais c'est mes parents. Et si je vois plus mes parents, s'ils sont plus mes parents, mais qu'est-ce que j'en deviens? Et fait que c'est pour ça que dans cette séparation, c'est à partir de 6 mois parce qu'il commence à faire le lien avec tout ça et à lier. Avant, il n'est pas encore dans cette optique-là de lier le truc. C'est plus facile de prendre un enfant, justement, en bas de 6 mois, puis de le partager parmi les membres de la famille en général avant 6 mois, parce qu'il n'y a pas cette notion-là. À partir de 6 mois, ça peut être plus difficile, justement, de la séparation par rapport à l'enfant, parce que ça va générer hein, de l'anxiété chez lui, ce qui fait partie du développement. Ouais. Et ça peut s'étaler jusqu'à 1 an. Mais habituellement, on voit que l'anxiété de séparation va être là entre 6 et 9 mois. Et comme tu dis, Jean-Christophe, le but, c'est que si on voit que la phobie scolaire dans le DSM est reliée à de l'anxiété de séparation, c'est qu'on a un gros travail en amont à faire auprès des enfants pour que justement le milieu académique soit pas une zone d'inquiétude et de panique. C'est un lieu d'apprentissage et ça devrait pas générer le combat feu de figé du système de survie, comme on le mentionnait. Mais ça, c'est comme tu disais en amont. En aval, dans le contexte scolaire, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est devenu aussi si inquiétant d'aller à l'école? Honnêtement, à mon avis, il y a plusieurs facteurs. Les exigences par rapport aux enfants, par rapport aux tâches demandées, ont pu augmenter à travers l'histoire du système d'éducation. Ça peut être une chose. Euh, les enseignants, je les trouve absolument incroyables. C'est des gens qui font un travail de cœur parce qu'ils forment la relève de demain. Et ils ont toute mon admiration. Honnêtement, enseignants, vraiment bravo. Ce que je trouve malheureux, par exemple, dans la situation des enseignants, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas assez de soutien. Mhm. Avant, quand on était jeune, nous, on était dans une classe de peut-être, je sais pas moi, un enseignant pour 26 enfants, 28. Et Ça, c'est là, des la grosses réalité, classes. c'est des grosses classes. Ouais. 26. Puis quand j'étais en maternelle, je pense que j'avais 18 ou 22.
Mais maintenant, la réalité des classes, c'est qu'ils sont 34, 36 et que ils n'ont pas nécessairement le soutien nécessaire parce que justement, le système d'éducation ne va pas favoriser nécessairement l'implication des professionnels de la santé en enfance, donc les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychoéducateurs, les orthopédagogues, les neuropsychologues, name it, Mhm. dans le système scolaire, ce qui fait que les enseignants, ils se retrouvent dans une classe de 34-36 élèves avec plein d'enfants avec des diagnostics, avec plein d'enfants avec des besoins affectifs et des besoins au niveau académique et éducationnel différents, avec des profils sensoriels différents, des profils développementaux différents, et on leur demande de gérer les 36, en plus des enfants avec des besoins particuliers, hein, fait qu'avec des troubles d'apprentissage, des TDAH ou par exemple de l'autisme, ou, tu sais. Et oui, à un certain niveau, je me dis, mais ces enseignants-là, je les comprends d'être bombardés de partout. Et donc, oui, un petit enfant, quand il va à l'école, il peut pas obtenir toute l'attention que, par exemple, il obtiendrait de ses parents à la maison, à l'école, et par rapport Mhm. à son cheminement académique, ben, c'est des demandes, c'est des demandes, c'est des exigences, c'est des demandes. Puis la personne qui est en face de lui fait tout son maximum, mais c'est vrai que la réalité du contexte fait que c'est pas évident. Il y a Non, ça, c'est entre ça. autres. Puis, tu sais, le système d'éducation, entre autres au Québec, malheureusement, c'est un peu comme le système de santé. C'est pas payant pour le gouvernement. Fait que c'est pas Non. là qu'il va aller mettre le plus d'argent. Fait que les professeurs, les enseignants sont amenés à, comme tu disais, avoir des méga grosses classes, avoir un budget hyper limité. Fait que souvent, ils Mhm. vont payer de leur poche. Puis tous les enseignants le font. Ma copine le fait, tout le monde le Du fait. surtemps, Ben, du pas juste en surtemps, tu sais, surtemps, à payer de leur poche puis pour payer du leur poche dans le matériel. matériel. Puis Ah, après ça, quand le gouvernement dit ben, vous n'avez pas besoin de subvention, vous avez tout le matériel. Oui, mais on le paye de notre poche. Ah, ben ça, on ne sait pas. Ben, tout bad. Ça crée un autre problème. Le surtemps, la surcharge, euh, être pris entre les élèves et les parents et la direction et la commission scolaire et un peu tout le monde, c'est quand même pas évident. Puis je le sais parce que ma copine est enseignante, tu sais, puis c'est on ça. voit que c'est des gens qui sont hyper dévoués, mais au Québec, le système scolaire, je veux dire, il y a une pénurie, puis plus ça va, plus il y en a parce qu'ils sont tous en surcharge. Fait que- Mais oui. Puis il y a Et beaucoup d'enseignants qui se disent à un moment donné, et moi, ma vocation, c'est de donner, d'enseigner, d'éduquer la relève. Puis au final, ils font de la gestion de classe où ils sont épuisés, où ils sont débordés, où ils se sentent pas reconnus. Fait que hmm, la quantité d'enseignants qui démissionnent de leur pourtant vocation initiale, puis une ouais, vocation remplie de vertus, puis de valeurs incroyables pour la relève, puis pour les adultes de demain, ben, ils se retrouvent justement à démissionner parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Et l'impact que ça a pour les enfants, ben, c'est justement, les enfants peuvent développer bon, ils ont déjà à dealer peut-être avec euh, un trouble d'apprentissage ou un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, de l'autisme, de la trisomie ou peu importe, mais aussi les enfants neurotypiques qui, eux, peuvent avoir une simple anxiété, stress, mais que vu que c'est pas complètement abordé, ben que ça bascule vers ce qu'on vient de mentionner. Hein, exact. l'aspect de justement, je crains d'aller à l'école parce que je ne sais pas comment rencontrer les exigences ou les attentes qu'on a envers moi. Et il y a personne qui me soutient là-dedans. Et déjà, on est, ben, au Québec, on a la chance d'avoir de plus en plus de commissions scolaires qui engagent des professionnels de la santé au sein des commissions scolaires pour aller faire des évaluations et faire des interventions dans les différentes classes, dans les différentes écoles, ce qui en France n'est pas du tout une réalité. Mhm. C'est, il y en a pas. Si tu vas aller voir un professionnel,
c'est le parent qui doit payer pour aller voir quelqu'un au privé. That's it. Voilà. Ouais. Puis en même temps, c'est quand même aussi ça au Québec. Malgré qu'il y a quand même, ça commence tranquillement à Ouais, avoir un peu c'est plus pas parfait. accès. C'est Ouais. pas parfait. C'est pas parfait, c'est surtout au privé, Mm. mais quand même. Puis il y a une autre chose aussi que je pourrais apporter dans ce contexte-là, quand on parle au niveau un peu plus contexte social des enfants. Tu avais mis une photo, je pense, c'est sur ton Instagram, de tous les animaux qui sont comme devant un professeur, puis que là, le professeur dit, OK, Oui. vous devez apprendre à monter dans l'arbre, mais le poisson rouge, il est un peu mal fichu, tu sais. Qui Ouais. gagne, c'est le singe. Le singe, lui, c'est lui le leader dans ça. Ben, Oui. le système scolaire est fait comme ça, il n'est pas adapté à tout le monde. Comme il n'était Non. pas adapté à moi parce que j'ai pas de diagnostic, mais apparemment que je serais pas neurotypique, je suis pas Asperger, je suis pas autiste, j'ai pas de TSA. Peut-être une forme de douance, je sais pas quoi. Fait que Douance. je m'emmerdais à l'école. C'était plate pour moi. Ça allait pas assez vite. Ah ouais. Je me souviens, j'avais 4-5 ans, j'ai demandé à mes parents, pouvez-vous m'expliquer comment on fait des impôts? Mhm. Comment on fait nos impôts? Parce que ça m'angoissait de pas savoir ça. Puis je me disais, ça va être rassurant si je sais comment, comme ça va m'aider pour plus tard. Puis il m'avait dit, c'est trop compliqué, tu comprendras pas. Fait Ah qu'à ouais. à l'école, c'était plate ce qu'on voyait parce que ça allait, un, pas assez vite pour moi, puis deux, j'aurais été intéressé de savoir beaucoup plus, puis d'aller beaucoup plus loin dans d'autres Mhm. sujets qui nous étaient pas amenés, tu sais. Euh, puis ça, c'est vraiment une réflexion très personnelle, mais moi, j'ai Non, toujours mais tu as dit, tout à fait raison. C'est que dans le fond, le mais système n'est pas en mesure d'optimiser le potentiel et de faire fleurir pleinement les enfants en fonction du contexte d'aujourd'hui. Fait qu'ils vont évaluer avec les mêmes critères tout le monde, avec un même exact, niveau d'enseignement théorique, avec les mêmes stratégies pédagogiques, alors qu'on a toutes nos formes d'intelligence différentes. exact. Et au final, euh, oui, ça va pas venir chercher le potentiel de tous et chacun, comme le Non, tien, comme le mien exact. aussi. Exact. Tu sais, puis moi, j'ai commencé l'école en 89. Tu sais, mon primaire, première année en 89. Fait que pour avoir été à l'école des années 80, vous voyez à peu près à quel âge je suis rendu. Mais c'était déjà comme ça. Puis Oui, oui. c'est après coup que je m'en rends compte. Puis ça va être une réflexion très, très personnelle, comme j'allais dire. Mais en réalité, l'école est pas faite pour te rendre intelligent, elle est faite pour te placer dans un moule. Moi, c'est ma plus grande réflexion. Fait que c'est tous les cours, toutes les formations que j'ai faites après l'école standard que j'ai le plus appris, que j'ai le plus évolué. Pourquoi? Parce que ces formations-là m'ont amené à réfléchir par moi-même et non pas voici ce que tu dois réfléchir, tu sais. Euh, Exact. puis il y a aussi, j'avais trouvé ça quand même assez sharp. Dans une école aux États-Unis, il avait commencé à changer la méthode d'évaluation. Fait que, au lieu de surligner les fautes, entourer les fautes avec un marqueur rouge puis mettre la note en haut, il surlignait ou il entourait les bonnes réponses avec un crayon vert. Juste là, quelle différence ça peut faire, ça? Tu sais, de Mais pas excellent. ben, tu sais, parce que Oui. les enfants sont stressés, ben c'est sûr, ils vont à l'école pour apprendre ils ont eu des erreurs, ils ont fait des erreurs, ils se sont plantés, ça c'était pas bon, ça c'est pas bon. Mais c'est quoi qu'ils ont fait de Jean-Christophe, correct? c'est ça, mais c'est exactement ça. Moi, ça a été mon plus gros choc en arrivant en France, en enseignant dans deux universités différentes. Du fait que on ne remet pas les copies d'examens ni de travaux. Euh, donc, l'étudiant ne fait que recevoir sa note sur 20. OK. Donc, 8 sur 20, 11 sur 20, 14 sur 20, 18 sur 20. Mais comment cet enfant-là, qui va à l'école pour apprendre, est supposé apprendre s'il ne connaît même pas la source de ses bons coups, Mhm. ni, et ni la source de ses Ces erreurs? erreurs. Ouais. Comment qu'il peut s'améliorer? Donc, même dans la pédagogie, comme tu dis, le fait d'aller dans une pédagogie qui va quand même évaluer l'enfant, mais juste dans la démonstration avec de l'entourage qui est vert, qui entoure les bonnes réponses, qui est plus positive, ça, c'est une chose. Fait on encourage l'enfant à s'améliorer, à Ouais. vouloir
évoluer et à aimer l'école parce que ça lui apporte un sentiment de satisfaction et de challenge pour se pousser plus loin. Mais il faut que les étudiants, que les pauvres enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui vont à l'école reçoivent la notion, pour moi, c'est un minimum que en France, il faut que les gens reçoivent leur copie d'examen, ne serait-ce pour voir comment s'améliorer. Parce Ben oui, qu'effectivement, si à chaque fois que tu reçois 8 sur 20, 8 sur 20, 8 sur 20, ben moi aussi, je développerais une phobie scolaire. je pense que oui. Puis ce que Tu j'ai sais, trouvé elle est où intéressant ma aussi, faute? Ça veut dire que je suis pas intelligente. Tu sais, c'est ça que les gens ils se font comme réflexion. J'ai tout le temps 8 sur 20, je ne reçois pas d'explication, donc je ne dois pas être fait pour l'école, donc je ne suis pas intelligent, donc je suis réservé à un travail qui nécessite moins de compétences intellectuelles et je vais aller dans quelque chose d'un petit peu plus manuel ou autre chose. ouais, c'est là aussi que part tout ce qu'on appelle, ouais, en PNL, c'est pas les métaprogrammes, mais c'est, il y a deux types de structures, en fait. Il y a au niveau du langage, fait qu'il y a les violations du métamodèle, voilà. Les structures de surface et les structures profondes. Fait que quand on va faire des fautes au niveau la structure de surface, il faut s'intéresser à ce qui se passe au niveau profond, qu'est-ce que la personne ressent, qu'est-ce que la personne vit. Fait que, tu sais, quand la personne, ah, OK, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça quand je reçois ma note, c'est toujours la même affaire. Mais est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que ça peut être différent ou la même chose? C'est quoi la même affaire? C'est quoi la même chose? C'est quoi ça? Fait que c'est là qu'on peut se questionner. Fait que quand tu dis la personne part, puis dans sa réflexion, puis là, elle se met à dire, ah, mais là, j'ai juste 8 sur 20, j'ai 8 sur 20, je suis pas faite pour l'école, c'est pas bon pour moi, je vais m'en... Fait que là, elle commence à avoir une espèce de système mental qui, dans le fond, devient sa réalité, mais est-ce que c'est réellement la réalité, tu sais? La réalité. Puis cette Ouais, pensée-là a fait, je suis pas faite pour l'école, je suis pas intelligent, je déçois mes parents, je déçois mon enseignement, je suis bon à rien. Et là, on part dans des pensées qui sont noires, de plus en plus noires, de plus en plus euh, obsessionnelles par rapport au fait qu'on est mauvais. Et oui, et oui, ça peut amener éventuellement le développement d'un trouble anxieux. Moi, je le crois. Et éventuellement un développement d'un trouble anxieux envers l'école, je le crois aussi. ouais, Surtout si on voit que notre cadre référent enseignant est pas disposé, disponible à nous soutenir, qu'on se sent débordé par les travaux puis qu'on sait plus où mettre la tête et qu'à chaque fois on reçoit des mauvaises notes puis on sait même pas comment s'améliorer et qu'on n'a pas de support et on n'a personne vers qui se tourner, c'est sûr. Puis ouais. c'est Tu intéressant sais, parce que oui, non, j'allais dire, c'est un peu comme si tu vas chez ton médecin, puis il y a ton bilan de santé, puis il le regarde, puis il fait ouf, ouf. C'est quoi qui se passe, docteur? Ouf, ouf. À l'année prochaine. OK, je fais quoi? Je fais quoi pour m'améliorer? C'est quoi qui va pas? eh oui, Ah, l'année prochaine, si t'es encore eh là, oui. l'année prochaine. Mais d'ici ce temps-là, tu sais, ben, c'est un peu ça. Fait que je voulais faire la comparaison. C'était Ah comme non, mais j'adore caricatural, Jean-Christophe, mais mais c'est exactement ça. Mon Dieu, que c'était de toute beauté ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vraiment ça. Ou un enfant qui est curieux, qui demande à son parent pourquoi telle affaire. Et son parent qui dit pose pas de questions, tu sais, parce que. Ou genre, parce que, pose pas de questions, ou, tu sais, dans le fond, qui le coupe dans sa curiosité, ben, c'est le même effet aussi qu'un ouais, médecin qui fait à l'année prochaine ou un étudiant qui reçoit pas sa copie. Tu sais, c'est complètement, pour moi, c'est comme si on mettait un mur devant la personne. mm, Un mur, de- pourtant, on sait qu'il y a une notion de stress ou de danger ou de panique, puis qu'on laisse la personne là-dedans. ouais, exact. Puis, tu sais, tantôt, on parlait au niveau de l'anxiété de séparation, il faut que ça soit bien encadré. C'est tout sauf de l'encadrement de faire ça, tu sais.
Fait que ça revient à si justement le jeune a été quand même bien encadré, l'anxiété de séparation a été quand même bien gérée, comme tu disais, parce que ça fait partie du développement normal d'un enfant, d'un bébé, mais qu'après ça, oh, il y a juste une petite affaire qui est pas parfait. Ça reste en latence, puis là, à l'école, oh, ça prend une ampleur, puis ça devient Exact. exponentiel, tu sais. Fait que est-ce que si ce jeune-là, cet enfant-là avait pas été dans un cadre qui est invalorisant, est-ce qu'il aurait développé autant d'anxiété sociale? Peut-être que oui, rendu adulte, au travail, on ne sait pas. Peut-être que non non plus. Euh, après ça, si l'école, c'est un facteur déclenchant, il y a aussi quelque chose qui est dans la petite enfance à aller Ah voir oui, tout à aussi. Fait fait. que Parce que, mettons, le 6-9 mois, ça va être la période la plus importante pour l'anxiété de séparation. ouais, Après, c'est sûr que toute la notion d'attachement, tout le lien d'attachement, tout le lien de sécurité se forge principalement 0-3 ans. Et le sentiment de sécurité, c'est vraiment quelque chose qui va être ancré en nous, qui va faire que dans toute situation, on va se sentir en capacité de se sentir en sécurité, mais en capacité de répondre par des stratégies adaptatives, d'évoluer puis de poser des actions de résolution de problèmes. Mais visiblement, un enfant qui arrive à l'école puis que déjà à 7 ans ou à 8 ans ou à 9 ans, on lui pose un diagnostic de phobie scolaire, il y a le contexte scolaire, évidemment, qui a fait que le volcan a explosé. c'est la goutte qui a fait déborder le vase, comme qu'on le disait, C'est le, v'là c'est la quelques goutte qui a fait, capsules. ouais, Voilà. c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais avant ça, c'est qu'il y a une accumulation dans le vase, Ben oui. dans le volcan, qui provient de la petite enfance. Ça, c'est clair et assuré. Hmm. Puis ce que je voulais dire tantôt, ce que j'ai mis de mes études en ostéo, c'est qu'on avait des petits examens à passer. On pouvait les passer quasiment quand on voulait, quand on était prêt. On avait une liste, on en avait 10, 12, je me souviens pas, à peu près 10. Ils appelaient ça des unités de valeur. C'était pas des examens, c'était des unités de valeur. Puis notre directeur nous avait dit, si vous le passez, très bien. Si vous le passez pas, très bien. Vous allez le recommencer. Puis si vous le repassez pas encore, très bien. Puis lui nous avait expliqué qu'il avait fait ses études en médecine, puis il dit, si je repasse mes examens de médecine, c'est certain que je les coule toutes. Pourtant, je suis ailleurs, il est quand même, tu sais, une sommité au niveau international. Pourquoi? Parce que c'est du bourrage de crâne. Et ça Mais aussi, oui. ça peut occasionner un certain stress parce que c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'apprendre par cœur un paquet d'affaires juste pour les vomir sur du papier, pour au final avoir un morceau de papier accroché à notre mur, tu sais, qui veut dire telle ou telle chose, puis qui nous donne le droit de poser tel ou tel acte, tu sais. Fait que il y a ça aussi, tu sais. Puis ça, c'est ce que j'ai apprécié dans ma formation, hein. C'est sûr qu'on avait un paquet de travaux à faire, on avait un paquet de. Puis au final, j'avais un examen pratique à passer, j'avais une défense de mémoire à passer aussi. Mais ces examens-là, c'était. On pouvait laisser libre cours à OK, moi, pour cela, j'ai étudié, j'ai appris, je suis prêt. T'as pas passé, ben continue à étudier, tu sais, puis c'est correct comme ça, tu sais. Ça, c'était Ben différent. oui. Ben oui. Puis, pour en revenir, tu sais, à mon post justement sur le système tu sais, d'éducation que j'avais mis tous les petits animaux, Oui. avec l'homme qui dit, bon, ben, passez l'examen, grimpez dans l'arbre. Justement, euh, et il mentionne que c'est une évaluation juste, parce que c'est ce qui est dit. Euh, et dans le contexte, effectivement, tous les enfants vont être bombardés de matières, puis il y a des matières qui sont nécessaires, hein, apprendre à écrire, à lire, les mathématiques. Bon, il y a des matières que, évidemment, actuellement, on l'utilise, ça c'est certain, mais c'est dans la manière d'accompagner les enfants dans cette pédagogie-là que on les gave, on les gave, on les gave, on les gave. On leur demande de tout vomir sur l'examen.
et après, on passe à la prochaine matière, mais on fait jamais le lien non plus entre les matières. Fait qu'eux, ils voient de manière complètement dissociée, catégoriser les matières, mais la vie, là, quand on regarde ça, là, ce qui Hmm. fait sens pour toi, ce qui fait sens pour moi dans nos formations qu'on a faites par après l'école générale, c'est tous des cours qui avaient du lien entre tout ce qu'on apprenait. Et quand on avait une évaluation, on avait une évaluation qui était juste en fonction de qui on est, pas dans une visée punitive, examen, nanana, avec la règle, mais dans une visée toujours d'amélioration, dans une visée de réel apprentissage. Et c'est ça pour moi le système Ouais. académique, c'est ça pour moi le système d'éducation, comme on voit dans les pays scandinaves. Oui. L'apprentissage beaucoup plus par l'expérimentation, l'apprentissage beaucoup plus en lien avec l'évolution du développement de l'enfant, Mhm. qui est vraiment la mise en pratique plutôt que bourrage de crâne théorique qu'au final on utilise peu ou à Très peine. peu. Très peu. Parce Ouais. que ça nous marque pas, ça nous touche pas, ça va pas chercher nos formes d'intelligence non plus. Exact. Ouais. Intéressant tout ça. Ouais, ouais. Donc voilà, Est-ce voilà que pour aujourd'hui. oui, Je je sais pas crois si... que Ouais. je sais pas si tu avais d'autres choses d'autres points aussi que tu voulais parler. Ben écoute, je pense que c'est comme un peu comme nos autres sujets, on pourrait en parler sur bien longtemps et sur plusieurs capsules, mais je Oui. pense que pour aujourd'hui, ça va être bon. Oui, Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire des commentaires, à liker, à nous poser des questions, à nous dire des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochaines vidéos. Ça va nous faire plaisir de pouvoir les aborder pour vous et de pouvoir répondre à tout cela. tout à fait. Alors, Voilà. sur ce, bonne semaine. On vous souhaite une bonne semaine à tous. Profitez bien de la neige pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Pour ceux qui sont en Europe, profitez du calme et de la température clémente. À 10-15 degrés. Voilà, voilà, c'est ça. Bye tout le Good. monde! Bye, à bientôt. Ciao!